Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce deuxième épisode de ce deuxième numéro de Die and Retro. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dr D. Hello, hello. Moi c'est André, on sera les présentateurs de cet épisode. Et on a nos deux experts. Nous avons FCBat. Bonsoir. Et Thomas. Bonsoir. Très solennel. Aujourd'hui, on va parler de BioShock. Oh mon dieu, le meilleur jeu du monde. Voilà. On va parler de BioShock, le premier du nom. Pourquoi pas parler du 2, d'Infinite ou quoi que ce soit, juste Non. BioShock. De toute façon, j'ai Moi, pas j'ai joué juste- aux autres, donc... Je vais juste faire, je pense à la fin, un petit parallèle avec le DLC de Infinite. Mais c'est à peu près tout. D'accord. Et du coup, BioShock, introduction générale, quelles sont les infos que vous pouvez nous sortir dessus? Alors, je vais commencer avec Mais vas-y. les infos Je t'en générales. prie. Alors, BioShock, c'est un FPS avec quelques autres éléments de jeu dont on va parler plus tard, qui est sorti le 29 août 2007. Donc, maintenant, il y a un peu plus de 10 ans. 29 août 2007 en Europe sur PC, Xbox 360 tout d'abord, et puis un an plus tard sur PS3. ouais. Ouais. Ils avaient ajouté un mode de difficulté d'ailleurs. C'était la seule nouveauté. D'accord, c'est pour ça que je savais pas, mais... Voilà, c'était édité par 2K Games et développé par principalement, donc ça j'ai vu, c'est ces informations que j'ai vues. Au début je croyais que c'était Irrational Games, mais C'est pas ça? bah non, apparemment, enfin selon Wikipédia, donc c'est... parce que je me souvenais plus des développeurs, donc je suis vite allé checker, mais c'était 2K Boston et 2K Australia. Ouais, Ah oui, parce qu'après le studio s'est formé, je crois. Ah Je d'accord, suis pas ça devait sûr, être mais- ça. Bah, En tout cas, c'est Je sais pas, c'est le célèbre, en tout cas pour moi et pour sans doute les fans de BioShock, c'est le célèbre Ken Levin Ouais, qui a développé ça. exactement, oui, c'était un peu lui le directeur Ouais, général, ça. on va dire. Ouais. C'est un peu un visionnaire, mais visiblement c'est pas un homme qui est facile avec qui travailler, donc a Comme beaucoup priori. de... Comme beaucoup de visionnaires, ouais, comme beaucoup de génies dans le monde du jeu vidéo C'est et ça. ailleurs. Donc voilà, et bon après on va juste citer ça parce que c'est apparemment très comment dire, c'est reconnu dans la société des gamers que c'est le successeur spirituel de System Shock 2. Donc Tom Mario et moi n'y avons pas joué, donc on peut Malheureusement. pas faire de comparaison avec ce jeu, mais J'ai vu quelques vidéos et ça, c'est vrai que visuellement on retrouve un peu l'ambiance et je pense que les thèmes surtout sont principalement les mêmes, mais à part ça je peux pas donc dire voilà, pour grand-chose. les fans de BioShock qui sont dans la même situation que nous, peut-être que System Shock 2 ce serait quelque chose à essayer. Mais paraîtrait-il, c'est a priori en développement actuellement, System Shock aura droit à un remaster / remake, donc vous pourrez sans doute bientôt y retoucher. Donc voilà, et puis sinon après on peut encore préciser que comme l'a dit Ante, on va parler du premier, mais ça a été suivi par deux épisodes principaux, BioShock 2 et BioShock Infinite. BioShock 2 qui n'est plus considéré comme canonique après BioShock Infinite puisqu'il n'a pas été développé par Ken Levin et puis sa team, et Ken Levin s'est fait un malin plaisir à cracher sur le 2 après avoir sorti son Infinite. Moi c'est un épisode que j'apprécie quand même beaucoup, mais voilà, il est plus considéré comme canonique. Merci pour ces infos déjà générales et cette introduction. Comme les auditeurs peuvent s'en douter, on parlera bientôt de la question de l'histoire, et c'est important, je pense, qu'on précise pour toutes les personnes qui veulent nous suivre qu'il va y avoir du spoil, mais bon, il y a prescription, c'est pas un hasard qu'on prenne des jeux qui ont 10 ans ou plus, c'est des pièces historiques, mais les personnes qui ne voudraient pas être spoilées, jouez au jeu et puis C'est un très bon dépêchez-vous, conseil, comme ça vous vous pourrez d'autant plus rapidement écouter cette prochaine vidéo. Et puis ouais, parce que ça sera vraiment full spoiler, hein. On va rien vous épargner les gars, donc c'est voilà, vaut mieux le faire maintenant. Et ce qui est important juste avant que on enchaîne vraiment l'histoire, je voulais dans la précédente vidéo pardon, on avait parlé du contexte. Là on va pas vous parler du contexte, mais je voulais juste quand même souligner un fait, c'est que BioShock c'est un FPS comme il l'a dit.
FZBAT, pardon. Excusez-moi. Mon nom réel avant et maintenant mon pseudo, merci. J'ai dit le vrai nom avant? Ah, Non, mais t'arrivais pas. T'as oublié, tu l'as oublié. d'accord. Oui, pardon. C'est un... Si vous voulez, ça faisait longtemps, dans le domaine du jeu vidéo, à ma connaissance, qu'on n'avait pas eu droit à un vrai FPS scénarisé. Et là, on est dans un domaine du AAA, parce que c'est une grosse production de jeux. On est dans un domaine qui valorise plus le côté scénario que le côté gameplay. Ça, c'est assez intéressant à noter, même si, vous le verrez, enfin, on est les deux d'accord, le gameplay nous plaît beaucoup, mais c'est un jeu qui va beaucoup mettre en avant l'aspect scénaristique, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de FPS. Et notamment à cette époque, du coup. Ouais, surtout à cette époque, voilà, Ouais. c'est ça. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur l'histoire, si jamais vous êtes prêts. Oui. Oui, Alors, c'est parti. Tu veux que j'introduise? oui, vas-y, comme j'ai introduit avant, tu peux. Alors, pour vous donner le pitch principal de base, vous débutez l'aventure dans un avion où on vous dit la date, c'est 1963 de mémoire. Je sais pas si tu l'as noté quelque part. Non, j'ai pas noté, mais c'est au début des années 60, oui. Il me semble que c'est 1963. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et vous entendez notre héros qui a priori n'a que le prénom de Jack. Écrit sur un espèce d'emballage cadeau qu'il ouvre dans l'avion. Et puis, excusez-moi. Et puis, il donne une réplique de ses parents qui lui dit tu es quelqu'un de spécial et tu es voué à faire de grandes choses. Et là, le narrateur nous dit à nous joueurs, il nous dit eh bien, vous savez quoi, ils avaient raison. À noter juste une petite anecdote, c'est que je crois qu'il y a eu 2 versions de BioShock, enfin une remasterisée ou quelque chose du genre, et dans celle de base c'était une photo qui tenait et pas un cadeau. Ouais, mais je crois qu'il y a un emballage cadeau à ses pieds, enfin j'ai Ok, oui, la parce que- photo en tout cas, oui ouais, c'est sûr, la et photo, c'est ouais. derrière la photo de ses parents. Voilà, qu'il y a ce petit mot, mais qu'il je y a crois ce qu'il y a petit mot. une autre version qui est sortie plus tard et où ils ont changé. Enfin, Ah, il tient plus ok. il tient plus la photo, il tient autre chose. je sais Peut-être plus. que dans Bioshock Remastered, effectivement. Ouais, justement, il me Non, semble que c'était ça. je sais Voilà, pas. donc ils ont changé. J'ai pas trop compris pourquoi, mais ils avaient changé. Et au moment en gros où il finit sa phrase, on comprend, sans le voir parce qu'il n'y a pas un effet dramatique à ce niveau-là, on comprend que l'avion est en train de s'écraser. Et puis il y a aussi enfin c'est écrit qu'on est au milieu de l'océan Atlantique. Oui, ouais. Donc l'avion se crache au plein milieu de l'océan. Notre héros est visiblement le seul survivant. On sait pas trop. En tout cas, on voit pas d'autres corps. On entend voit- quelques cris. Et On entend voit- des cris. On voit un sac à main, des bijoux. Enfin, on voit qu'il y avait d'autres passagers. En tout cas, c'est sûr. Mais la seule personne qui échappe et qui arrive à remonter à la surface, c'est notre héros qui s'appelle Jack, donc, et qui il va ressortir et puis il va tout de suite voir à l'horizon, pas si loin que ça, un phare. Ok, un phare au plein milieu de l'océan, encore une fois. Il n'y a pas du tout de terre, il y a juste un phare. Et donc, premier réflexe évidemment, c'est de se diriger vers ce phare. Donc là, on n'est plus dans la cinématique, on est directement dans le gameplay. Donc on se dirige vers le phare. Et là, la porte s'ouvre avec une immense statue d'un personnage qui visiblement se prénomme Andrew Ryan. C'est écrit sur sa plaque. Et qui en gros donne l'indication, il y a une marque sur la statue qui dit vas-y. C'est attends merde. no gods, no kings, just men. Just Ouais, Man, c'est ça. exactement. Donc la traduction est assez facile à faire. Et du coup, on entre dans ce phare et on descend un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on appelle dans le jeu une bâtisphère. J'ai aucune idée si la bâtisphère est un vrai objet qui existe. Mais en gros, c'est une espèce de mini sous-marin en forme de scaphandre dans lequel vous rentrez et puis vous activez une manette et puis la bâtisphère se met à couler. Et voilà, ça se met à couler. Et là, tout à coup, on a un petit film dans le jeu qui est lancé avec ce fameux Andrew Ryan, qui d'ailleurs s'introduit, qui dit je m'appelle Andrew Ryan et je suis ici pour vous poser une question. Est-ce que le Le paysan qui travaille, c'est quelque chose du style. est-ce que l'homme n'est pas est-ce que l'homme qui travaille ne doit pas récupérer en gros Récolter le fruit de son labeur. Voilà, exactement. J'ai les en anglais navré. et là il répond pour nous directement. Andrew Ryan, il dit non. Dit l'homme de Washington, ça appartient aux pauvres. Non, dit l'homme du Vatican, ça appartient à Dieu. Et non,
dit Moscou, ça appartient à tout le monde. Et il dit, Andrew Ryan, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec ces réponses et c'est pourquoi j'ai choisi autre chose. Et là, vous avez le film qui s'enlève, donc vous avez la vitre du bathysphère qui donne la vue sur une immense cité aquatique et justement toujours la voix en arrière-plan de Andrew Ryan qui dit qu'il a choisi la ville de Rapture. Donc visiblement il a construit cette ville qui s'appelle Rapture et il explique que dans cette ville les scientifiques ne se feraient plus piéger par la moralité, les grands ne se feraient plus écraser par les petits et les artistes n'auraient plus de censure. Et voilà, en gros c'est ça le concept. Et à la sueur de votre front, Rapture peut devenir vous, enfin peut devenir la vôtre, peut devenir votre ville. Et donc là, vous avez ce pitch vraiment grandiose, et vous avez cette ville qui est très impressionnante, au plein milieu de la faune aquatique, il y a un calamar géant, il y a une baleine qui traverse la ville. Baleine, ouais. On a déjà une ambiance qui est vraiment particulière, que moi j'avais jamais vu dans un jeu vidéo à l'époque. Et là on entend une autre voix qui semble venir d'une radio, qui est pas très claire, mais en gros il annonce, enfin cette voix entend que sait que vous êtes en train d'arriver, qu'il y a une bathysphère qui est en train d'arriver dans la ville et qui demande à un de ses acolytes d'aller vous récolter en gros, enfin vous rencontrer plutôt. Et là on arrive dans la ville de Rapture. Je sais pas si tu veux un peu prendre le relais. Oui, alors il me semble que justement quand on arrive, je sais plus si c'est encore quand on est dans la bathysphère où il y a justement ce Andrew Ryan qui commence à nous parler et qui nous demande si on... C'est pas Andrew Ryan justement, c'est un autre personnage. Non, Andrew Ryan. Pas au début, non. Ah non, alors c'est plus tard. Du coup, au début, on a le personnage de Atlas qui vous parle. Et un truc intéressant à noter, et on va le dire tout de suite sans vous spoiler tout de suite le truc, on vous le spoilera un tout petit peu plus tard, mais en gros, on remarque, si on est un petit peu attentif à l'audio, on remarque que le personnage d'Atlas qui va vous parler, il va souvent utiliser, en ses fins de phrase, il va souvent dire, ou en début, would you kindly. En gros, en français, c'est traduit par je vous prie. C'est pas une très bonne. C'était ça en français. C'est pas une très bonne. Oui, c'est je vous prie. Ouais. C'est pas une très bonne traduction, mais bref. En gros, il va vous demander à chaque fois quelque chose. Il va dire, est-ce que tu peux juste aller ouvrir cette porte, en finissant sa phrase par je vous prie. Et enfin à chaque fois comme ça. Mais c'est très subtil parce qu'on ne remarque pas tout de suite, c'est au bout de quelques minutes de jeu qu'on se rend compte qu'il y a cette phrase qui revient tout le temps, et on comprendra plus tard que ça a une importance scénaristique. Ouais. Mais du coup, alors c'est pas tout de suite qu'Andrew Ryan nous cause, mais au moment où la bathysphère arrive dans Rapture, il y a une sorte, on voit à travers la vitre qu'il y a quelqu'un qui est en train de causer avec une autre personne. Donc on devine que c'est l'homme qu'a envoyé Atlas, donc. Exactement. Et qui demande en fait, qui supplie quelqu'un de ne pas le tuer. Exactement. Ouais. Et c'est une voix de femme assez rauque, assez malaisante. Et du coup, il se fait tuer assez violemment. Devant nos yeux. Transpercé devant nos yeux. Mais nous, on est bien en sécurité dans la bathysphère qui n'est pas encore ouverte. Voilà, mais c'est une scène assez marrante parce que du coup, cette personne qui s'approche de la vitre, donc là, on voit son visage qui est complètement déformé. Je comprends pas très bien. On voit pas très clairement, mais tu vois un peu que c'est pas quelqu'un de normal et ensuite cette personne essaye de rentrer dans la bathysphère. Ça fait foirer la lumière. Mais du coup après on ne l'entend plus parler et c'est à ce moment-là que Atlas nous dit pour la première fois pourriez-vous prenez cette radio à mon cours, je vous prie, ensuite prenez cette clé à molette, je vous prie. Exactement. Et là donc on commence à avancer et c'est justement après ce moment-là qu'on voit Andrew Ryan toujours en format vidéo, on le voit pas en vrai. Qui est Andrew Ryan qui nous demande si on est un agent de la CIA ou du KGB et du coup comme il croit qu'on est un intrus, mais il croit qu'on est là pour venir le chercher, en tout cas pour lui faire du mal, il va envoyer beaucoup de ses sbires pour nous faire la peau. A priori, en tout cas, il relâche un petit peu des gens pour nous faire la peau. Et juste après, ça enchaîne avec Atlas qui lui vous reparle et qui a l'air d'être tout à fait aimable et qui essaie de vous sauver la vie en gros. D'ailleurs, il vous a permis avant de vous débarrasser enfin, c'est même pas vous qui le faites, mais grâce à des mécanismes de la ville, il arrive à se débarrasser de la personne qui a attaqué le premier homme là, donc cette femme un peu bizarre.
et il a l'air de vous aider, puis il vous explique aussi qu'en gros lui il aimerait bien aussi sortir de cette ville, qu'il est prisonnier là, puis surtout que sa femme et sa fille sont aussi prisonnières, et puis qu'il faut aller les sauver, enfin qu'il aimerait bien, qu'en gros il vous demande en échange de son aide, il vous demande de trouver sa femme et sa fille. Donc voilà, bon après on commence un peu à rencontrer ces personnages qui mais j'oublie leur nom. Bon, en fait, ce qui est intéressant juste avant, en fait, juste, je sais plus si c'est exact, oui c'est un petit peu avant tout ce qui se passe, notre personnage Jack croise une machine, une espèce de machine distributeur de boissons dans lequel il y a une seringue. Ah ouais, d'accord. Et moi, mais je crois qu'on tabasse quand même un de ces personnages à la clé à molette d'abord. Bien sûr, oui, exactement. Mais oui, ça c'est aussi assez exactement. Mais voilà, donc on voit cette seringue, et puis bon, ça à mon avis c'est un des points faibles du jeu, c'est que, enfin, il n'y a aucun moment où il y a une vraie raison pour laquelle il faut s'enfiler cette seringue, mais notre personnage le fait sans aucune hésitation. Sans qu'on nous demande je vous prie. Voilà, il n'y a rien du tout. Et il le fait vraiment en plus de manière très violente, il y va pas tout gentiment, il la plante, et elle est immense cette seringue, il la plante dans son corps sans raison. Et en gros, on comprend que c'est, d'ailleurs Atlas vous le dit, c'est un produit qui permet de recoder votre ADN, en gros. Et là, ce que ça fait exactement, ça vous donne le pouvoir de lancer des éclairs par les doigts, en gros. Donc ça retransforme votre code génétique pour pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est juste intéressant par rapport. Et là, du coup, quand il s'injecte ce produit qui s'appelle, si je ne m'abuse, c'est l'Adam. Oui. C'est l'Adam. On comprend pas trop s'il pète un peu un câble ou s'il a très très mal, mais en tout cas il tombe en bas le balcon, comme on dit, et il tombe un peu dans les pommes parce que c'est une assez grosse chute. Et ensuite il voit de nouveau un de ces personnages un peu bizarres enfin deux personnages qui le voient et qui se disent on va le récolter, enfin on va prendre ce qu'il a, parce que apparemment ils ont envie de quelque chose, de la substance qu'on a prise. On n'en sait pas beaucoup plus. On n'en sait pas beaucoup plus, et tout à coup, au loin résonnent des pas assez sourds, et il y en a un à qui ça fait très peur, et qui part, et l'autre dit t'as une mauviette, t'as une poule mouillée, moi je reste, je m'occupe du gars là. Mais finalement il se barre quand même. Finalement il se barre quand même, et là on voit en fait des gros pieds, on voit pas, je sais plus si on voit... On voit la petite sœur, oui. On voit la petite sœur, mais je disais pour le Big Daddy... on voit on le devine, de la foreuse. On le devine, mais on voit une petite fille, tout de rose vêtue, qui vous regarde et qui... Avec une espèce de seringue à la main. Une grosse seringue, oui, aussi, encore, et qui dit à son acolyte, non, c'est un ange. Je crois, elle dit ça, et du coup apparemment elle aurait pu vous faire quelque chose, mais elle ne le fait pas. Elle le fait pas parce qu'elle comprend que vous êtes encore vivant, et puis elle dit au début, je crois que c'est un ange, et puis enfin quelque chose comme ça, puis après elle voit qu'on respire encore, et puis elle dit non, c'est pas encore un ange, mais il le sera bientôt, ne t'inquiète pas. Et elle s'en va avec ce qu'on découvrira après, qui s'appelle un Big Daddy, ou en français un protecteur. Qui est un espèce d'immense homme scaphandre avec une foreuse à la place d'une main, et qui a l'air de protéger la petite fille. D'ailleurs, les deux personnages qu'on voit avant, qui essaient de vous récolter entre guillemets, disent bien que ils disent un truc du genre ça vaut pas la peine de se frotter à un Big Daddy. Oui, c'est possible. Oui. Voilà, on comprend que c'est un personnage qui est très effrayant en tout cas. Et qui est pas difficile qui est pas facile à choper. Ouais. Donc du coup après on a fait le début qui est assez marquant, donc au final on pérégrine dans Rapture, on rencontre plusieurs personnages dont on va peut-être parler plus tard au moment marquant, mais on croise plusieurs personnages, on récolte beaucoup. Enfin, vous pouvez récolter, après ça ne tient qu'à vous, mais vous pouvez récolter beaucoup d'extraits audio, et qui en gros, par des dialogues entre certains personnages, vous expliquent un peu, par exemple, d'où vient cette substance qu'on appelle l'Adam, qui donc a été développée par une certaine Tenenbaum. Ouais, on verra ça plus tard. Ok, on va voir ça plus tard. Ouais, je pense mais déjà peut-être...
commencer par un petit peu décrire justement, parce que là on a vite fait introduit les personnages de ça, mais décrire un Rapture, petit c'est peu. un personnage Voilà. lui-même. Hein. Exactement. Parler de Rapture, la ville, à quoi elle ressemble et puis comment on peut la décrire. Donc la ville de Rapture qui, on comprend assez vite qu'il y a eu un gros événement au Nouvel An de 1960 où une guerre civile a éclaté et a rendu à peu près tout le monde fou pour une raison qu'on découvrira un petit peu plus Je crois tard. que c'est la guerre civile qui rend fou. Non, Non, c'est pas la guerre qui rend fou, mais c'est un peu le moment où tout le monde a pété les plombs officiellement en gros, et où c'était un peu la loi du plus fort, et puis voilà. Et les créatures, donc là on est dans une Rapture qui est quasiment déserte, à l'exception de justement ces créatures qui sont, comme l'a dit avant FC Bat, qui sont un petit peu déformées. On voit qu'elles ont un visage un petit peu bizarre, et puis elles ont une façon de marcher bizarre, etc. Ces créatures s'appellent des chromosomes, et elles sont presque humaines, elles sont presque humaines, elles parlent, mais elles sont un peu particulières, quoi. Et elles veulent absolument vous tuer sans aucune raison, a priori. Et voilà. Donc on est un peu dans cette ambiance hyper noire, il fait sombre parce qu'on est non seulement on est sous l'océan, et puis en plus la ville est détériorée, donc elle a plus d'électricité partout, elle a certains endroits qui sont complètement détruits, voire inaccessibles. Donc on est vraiment dans des ruines de Rapture, et c'est vraiment une ambiance qui est très dérangeante, très claustrophobique. C'est fait exprès d'ailleurs. Et voilà. Et puis en plus, pour l'ambiance, s'ajoute à ça des musiques d'époque. Oui. Et c'est vraiment très 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 particulier, mais en plus c'est super bien parce que la bande son est vraiment excellente. La bande son est incroyable. Et du coup ça participe encore plus à cette sorte un peu de... Ouais, d'immersion. D'immersion, mais je voulais dire un peu de ça nous semble un peu paradoxal, tu sais, il y a ces musiques de jazz assez tranquilles, sympathiques, alors que c'est complètement... des fois, comme tu l'as dit, c'est complètement détérioré, et c'est assez sombre. Des fois vous vous retrouverez au milieu d'un gunfight avec une petite musique toute guillerette derrière des années 50, c'est complètement décalé, mais c'est excellent. C'est excellent, et c'est très dérangeant aussi. Du coup, avant FC Bat a spoilé un petit peu vite fait l'un des personnages qui va vite vous apparaître et qui va vous introduire avec Atlas. Vrai, elle est importante. Elle est vraiment très importante, exactement. Elle va vous introduire le concept des Big Daddy dont on vous a parlé avant, en même temps que Atlas, et on comprend déjà que les deux personnes sont des survivants de Rapture, donc ils sont encore tout à fait normaux. Ils vous parlent à travers de nouveau la radio, les deux, autant le personnage de Atlas que celui de Tenenbaum. Donc, et visiblement les deux souhaitent faire quelque chose de différent avec les petites sœurs, qui sont justement des espèces de containers à Adam. Alors, l'Adam, comme on l'a dit avant, c'est le produit qui permet de changer votre code ADN, et les petites sœurs sont les créatures qui récoltent l'Adam et qui sont tout le temps accompagnées d'un Big Daddy pour les protéger, parce que les petites sœurs, ça reste, même si on découvrira plus tard qu'elles sont immortelles, elles restent faibles, parce que c'est des toutes petites filles de, on va dire 8 ans, puis encore, je suis même pas sûr 8 ans, je dirais peut-être même 6, et elles sont donc du coup forcément accompagnées par un Big Daddy chacune. Et du coup, la première fois que vous rencontrez un Big Daddy, c'est Atlas qui va vous introduire avec... on va voir la petite sœur, et puis Atlas va vous dire c'est des créatures immondes, elles sont plus du tout humaines, il faut... si tu en vois, il faut les éviter ou il faut les tuer, mais en tout cas, faut pas croire que c'est des petites filles, c'est n'importe quoi. Et plus tard dans le jeu, Tenenbaum va vous dire exactement le contraire, comme quoi il faut surtout pas tuer les petites sœurs, parce que c'était des êtres humains, et puis même si elles ont changé, elles sont toujours conscientes, et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, vous allez évidemment devoir affronter un Big Daddy, le premier, et là, vous allez avoir un choix. Si vous remportez le combat, évidemment, sinon vous mourrez. Vous allez avoir un choix, soit récolter la petite sœur, soit l'épargner. En gros, si vous la récoltez, vous pouvez vous gagner de l'Adam, qui permet de nouveau changer votre code génétique, et du coup de devenir plus fort dans le jeu. Et si vous l'épargnez, vous récoltez comme un tout petit peu d'Adam, mais pas suffisamment pour beaucoup changer, et du coup vous êtes pénalisé d'une quelconque façon. Mais on découvrira ensuite que ça peut avoir des côtés positifs.
En gros, si vous récoltez la petite sœur, Tenenbaum va apparaître devant vous et puis elle va vous dire vous êtes un monstre, c'est horrible, mais tu peux toujours changer, tu as encore la possibilité de changer, tu peux les suivantes faire le bon choix. Et par contre, si vous la sauvez, la petite sœur, si vous l'épargnez, ben là, Tenenbaum va clairement vous dire vous avez bien fait, c'est excellent, je suis de votre côté, voilà. Donc déjà, on a un choix moral qui est assez intéressant parce qu'on a l'aspect survie et l'aspect moral justement qui s'entrechoquent un petit peu dans cette intro. Ensuite, je sais plus exactement. Donc, en gros, ça va, on va pas tout faire non plus parce que on va pas tout faire. Beaucoup à dire. Après, je pense que, enfin, en gros, il y a 2-3 plot twists dans l'histoire, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des personnages très charismatiques qu'on rencontre. On a un médecin qui s'appelle Steinman qui explique à quel point il est fan de la dent parce que ça permet de changer le code génétique à fond et donc du coup d'effacer tous les défauts de l'être humain. Par exemple, il explique à plusieurs moments que des fois il trouve incroyable de pouvoir faire de la symétrie sur un visage. Par exemple, s'il n'est pas au millimètre près, il va pouvoir changer ça au millimètre près, ou bien il va dire ça permet au noir de devenir blanc, ça permet Enfin, il y a plein de trucs comme ça et on comprend que Steinman est un personnage tout à fait exécrable mais qui apprécie beaucoup son métier de chirurgien et qui, voilà. Donc ça, c'est un des personnages qu'on affronte. On a aussi un artiste, du coup, donc on comprend assez vite que ça touche les thèmes dont on a parlé au tout début. On a aussi un artiste qui, lui, va faire de l'art vraiment particulier avec, on comprend assez vite. Il nous demande d'aller prendre en photo des cadavres. Voilà, exactement. On comprend qu'il utilise des êtres humains comme pour son art, mais des êtres humains morts. Et voilà, on a cet aspect artistique et scientifique qui est mis en avant dans le jeu. Et du coup, bah, on rencontre ces personnages, on doit s'en débarrasser, certains ou pas. Et au final, on se retrouve à un moment donné devant Andrew Ryan, donc qui est le chef qui joue au golf. Qui joue au golf, au mini-golf plutôt. Au mini-golf dans ton bureau. On se retrouve devant ce personnage qui est pas spécialement agressif, voire pas du tout agressif, malgré la rencontre du début qui était assez dérangeante. Et en gros, il vous propose un choix. Il vous dit la phrase qu'il adore dire, c'est un esclave obéit et un homme choisi. Ouais, c'est ça. Et il va vous le répéter à peu près 1000 fois. Et puis à côté de ça, vous avez Atlas dans la radio qui vous dit mais tu l'as. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait ? C'est Andrew Ryan qui va vous donner son club de golf. Et il va vous le donner, puis il va rester devant vous, il va attendre que vous fassiez un choix. Et en fait, le jeu vous oblige, entre guillemets, donc là il n'y a vraiment pas de choix, vous oblige à tuer Andrew Ryan. Très violemment, en lui tapant bien une bonne dizaine de fois avec le club de golf dans la gueule. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il révèle au personnage Jack qui il est vraiment. Enfin, si, parce que justement, il lui dit est-ce que vous savez pas Si, alors il me semble, moi, justement, que dans mes souvenirs. Il me semble que c'est Souchong à la fin qui lui dit. Alors, moi, je suis quasiment sûr que justement, au moment où il lui donne le club de golf, il dit vous êtes va vite voir alors parce que j'ai pas envie de dire des bêtises mais je suis quasiment sûr et ça fait beaucoup de sens dans mes souvenirs. Il me semble pas mais bref, c'est pas très important parce que l'ordre des événements n'est pas très important au final. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on va découvrir qu'il y a un personnage très important. Donc on a Tenenbaum qui est en fait une ancienne rescapée des camps de concentration qui a voué sa vie ensuite à la science et qui a essayé de découvrir des réponses à plein de questions, dont à la dent et tout ça. Et puis un autre personnage avec qui elle a travaillé qui s'appelle le docteur Souchong, qui est aussi un scientifique. Et ensemble ils vont découvrir la dent et puis c'est eux qui vont être un peu les maîtres de cette substance. Et puis ce qui est important à comprendre, c'est qu'à un moment donné, on sait, je sais plus si justement c'est au moment où on rencontre Andrew Ryan, mais il me semble pas, on comprend que notre personnage à nous est le fils de Andrew Ryan. Est-ce que tu voulais rajouter justement, je voulais dire que justement j'avais raison, Ante m'a aidé à aller non mais j'avais un doute. Ouais, du coup en fait c'est justement quand on se retrouve face à Andrew Ryan qui nous révèle en fait que justement on est son fils illégitime, enfin non c'est son vrai fils. Son vrai fils, ok. Et qu'il lui démontre, alors je sais plus par quel biais ils ont réussi en fait à lui donner cette
trigger phrase, enfin. C'est grâce à Souchon justement. Ok, qui travaille sur l'asservissement des et du coup, en fait, au moment où il lui révèle, il lui demande, il lui dit, est-ce que ça vous a pas étonné que justement pendant tout, bon là pour nous c'est le jeu, mais depuis que vous êtes arrivé, à chaque fois que Atlas veut que vous fassiez quelque chose, il vous demande, je vous prie. Et du coup, il lui donne le club de golf et il lui dit, tu frappes, je crois que c'est ça, frappe, je vous prie, frappez, je vous prie. Ouais. Et du coup, on doit frapper Andrew Ryan, et c'est à ce moment-là qu'il démontre aussi sa doctrine, son idée que un esclave obéit et un homme choisit, parce que il lui montre, regarde, moi je suis un homme, toi tu es un esclave. Et du coup, pour démontrer en fait que les choix qu'on croyait avoir, la liberté supposée qu'on croyait avoir pendant tout le jeu, en fait, est totalement illusoire. Ouais. Mais d'un côté, c'est assez intéressant parce qu'avec ça met un peu en abysse le gameplay du jeu vidéo, parce qu'au final, on a l'impression d'avoir un choix, mais si les développeurs veulent qu'on aille quelque part. Et du coup, pour aller à cet endroit, faut forcément qu'on fasse les actions qui ont été prévues pour ça, à part si vous êtes un PGM de speedrunner. Donc voilà, et puis c'est vraiment, c'est aussi un événement, c'est un plot twist, comme tu disais, assez important. Et voilà, du coup, pour qu'on soit peut-être plus clair, la phrase « je vous prie » ou « would you kindly », elle oblige le joueur, et donc le personnage principal, à faire l'action. Donc il n'aura pas le choix parce que c'est quelque chose qui a été implanté dans sa tête dès la naissance, en gros, que dès que quelqu'un lui dit quelque chose et que c'est suivi par « je vous prie » ou « would you kindly », il est obligé de le faire, il n'a pas le choix. C'est pas quelque chose qu'il contrôle. Et du coup voilà. Et Du coup, à ce moment-là, je crois que justement, quand Jack commence à s'en rendre compte de cette phrase qui a cet effet sur lui, il commence à devenir moins sensible à ça, et c'est à ce moment-là que Atlas se révèle être, qu'on comprend, je sais plus par quel biais, mais qu'en fait Atlas est Frank Fontaine. Donc je sais plus si t'en as parlé avant. J'ai pas parlé de Frank Fontaine. Voilà. Frank Fontaine, c'est visiblement un personnage qui était avant la chute de Rapture, qui était le concurrent de Andrew Ryan, qui visiblement n'était pas là. C'était deux industriels, deux entrepreneurs. Ouais, exactement, c'est deux entrepreneurs, et puis Andrew Ryan est le maire de la ville depuis le début, hein, mais le maire, je sais même pas si c'est le vrai terme, mais en tout cas il est considéré comme le chef de la ville, et Frank Fontaine est un peu celui qui lui tient tête. Au début on comprend qu'ils sont un peu amis, puis ça dérape assez rapidement, et en gros Frank Fontaine fait une révolution, et puis c'est un peu à cause de Frank Fontaine qu'on a cette guerre civile en 1960. Mais Frank Fontaine disparaît complètement, il n'est absolument plus retrouvé, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas on sait pas ce qu'il advient de lui. Et en fait, au même moment, à peu près dans le jeu, on découvre en fait que la personne qui vous parle, Atlas, depuis le début, c'est une fraude, c'est pas du tout Atlas, et puis il s'appelle en fait Frank Fontaine. Donc c'est Frank Fontaine qui a... Parce qu'on le voit, physiquement, il a complètement changé son apparence, et grâce à la dent, et du coup, on comprend que c'est pas du tout la même, que c'est la même personne finalement. Et il y a des petits indices qui sont donnés dans le jeu, parce que il donne souvent, Atlas, il donne souvent le nom de sa prétendue femme et fille, et puis en fait, dans le jeu, au bout d'un moment, vous découvrez des affiches de films qui, comme par hasard, ont exactement le même prénom que la femme et puis la fille de Atlas. Donc c'est à ce moment-là que vous commencez à vous dire, ça devient louche. Donc c'est intéressant. Et en gros, il reste plus grand-chose à dire, si ce n'est que vers la fin, inéluctablement va falloir combattre Frank Fontaine. Exactement. Donc arrive le combat de boss. Et alors après, je sais plus exactement comment il se déroule, je sais plus comment se passe la première phase, mais en gros, il s'injecte beaucoup d'Adam, ce fameux Frank Fontaine, pour être assez puissant pour vous battre. Et vers la fin du combat, il devient même géant un peu, extrêmement gros, ça devient un colosse, voilà, c'est le bon mot. Et alors à ce moment-là, je sais plus, c'est possible que ce soit par rapport au choix que vous avez fait par rapport aux petites filles. En tout cas, moi je me souviens quand j'y avais joué, je les avais tout le temps sauvés, je leur avais tout le temps rendu leur forme humaine, leur forme originelle. Et du coup, à la fin, elles viennent vous aider, et en gros, elles viennent récolter tout l'Adam
que contient le corps de Frank Fontaine, et du coup vous arrivez à le battre. En gros, c'est pas compliqué, on a 3 fins qui sont qui ont après il y a 3 fins. En fait, elles sont toutes canoniques, donc il y a pas de... Je crois que les petites sœurs, elles viennent de toute façon. Elles viennent de toute façon. OK, moi je suis pas sûr, hein, j'ai un doute, mais en tout cas les 3 fins, les trois vraies fins, en gros, on arrive de toute façon à sortir de Rapture. Par contre, si on a récolté toutes les petites sœurs, dans ce cas-là, on comprend que elle est peut-être pas canonique cette fin du coup. Je pense qu'il y en a une qui est pas canonique. Avec nous, on emmène à la surface tout plein de chromosomes qui, on le comprend, envahissent une partie de la Terre en tout cas. Et si on en récolte une ou plusieurs, mais pas toutes, dans ce cas-là, on va sortir sans les chromosomes, mais en gros, on voit notre personnage mourir à petit feu et il meurt seul. Par contre, si on les sauve toutes, les petites sœurs, dans le jeu, on voit notre personnage quand même mourir, mais sortir avec les petites sœurs, puis ensuite je crois qu'on voit plusieurs phases de leur vie elles viennent des femmes. Ouais, c'est possible. Ouais. Oui, elles viennent des femmes, elles ont un diplôme, elles se marient, enfin exactement. Voilà. Et à la fin. Ouais. Et puis à la fin, ouais, on meurt, mais on voit sur le lit de mort que notre personnage, il est accompagné de plein de femmes qui le soutiennent en gros dans sa mort. Quoi. Voilà. Et en fait, ouais, aussi un truc assez important qu'on a oublié de dire, c'est que ces chromosomes, s'ils ont, enfin je sais pas si on a oublié de le dire aussi. Ouais, je crois qu'on l'a pas dit, ouais. Ouais, si ces chromosomes, en fait, s'ils ont cette apparence complètement, assez déformée, notamment au niveau du visage, et s'ils se dressent assez bizarrement aussi, c'est justement à cause de la dent, parce que ils en ont abusé. Voilà, ils en ont abusé, ils sont devenus accros. Complètement. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'ils essayent tout le temps de vous tuer, c'est pour récolter la dent que vous avez. Exactement, ouais. Enfin, que vous contenez. Donc voilà, je pense. Ouais, pour le scénario de l'histoire. Ouais, c'est à peu près tout, quoi. Vous dites que c'est à peu près tout, mais moi j'ai quand même une question. Finalement, il y a un grand pourquoi qu'on n'a pas encore. C'est pourquoi est-ce que ce héros finit par se retrouver pris dans un accident qui l'emmène à Rapture. Ça, c'est une explication qu'on n'a pas, sachant que visiblement il est amené, quasiment destiné à toute l'histoire qui va lui arriver. Voilà, exactement. En fait, on comprend assez vite qu'il est pas, comme tu l'as dit, c'est pas du tout un hasard s'il a survolé le phare de Rapture, que c'est tout à fait que en fait l'avion a tout simplement été détourné pour l'amener à ce moment-là, et on comprend. Par contre, il me semble qu'il est détourné par lui d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, justement, au moment où au moment où Andrew Ryan nous dévoile notre identité et tout, on a une sorte de flashback, et en fait, on voit que derrière le texte qui était écrit, que nous, au début du jeu, on a vu on t'aime, maman et papa. Ouais. En fait, c'était Jack, would you kindly prendre en gros le Beretta qu'il y a dans le paquet et détourner l'avion à ces coordonnées là. Donc après il y a des coordonnées, et en fait on le voit qu'il se lève, et justement c'est lui qui détourne l'avion et qui le fait se crasher. Donc en fait après je crois que c'est Frank Fontaine qui a fait en sorte qu'à ce moment qu'il revienne, et que justement quand il arrive au-dessus de Rapture qui se crache et qui vient. Est-ce que c'est Frank ou est-ce que c'est Andrew qui le ramène? Alors moi il me semble que c'était Frank, mais c'est possible que ce soit faux. Ouais, le pourquoi du comment exact, j'avoue que j'ai on vous a pas tout spoilé, du coup ça sera bien. Voilà, donc vu qu'on notre mémoire est encore un peu rouillée, vous pouvez jouer. Exact. Ça fait 10 ans quand même. Ouais. À part ça, je crois pas que c'est capital pour le scénario qu'il a amené, mais en gros on comprend qu'il y a une volonté pour qu'il revienne, et puis et puis voilà, on sait pas exactement pourquoi, mais c'est important en tout cas pour ces gens. Ouais. Et disons que c'est éclairant ce que vous dites, parce que on pourrait se dire que ce personnage est victime tout au fil du jeu de situations où il n'a pas le choix, mais c'est vraiment quelque chose qui est imposé par l'extérieur, et là du coup c'est pas juste un accident du destin. Voilà, exactement. Ouais, ça aurait fait gros quand même. Ouais, disons que ça commence comme Lost, donc ça pourrait être tout aussi gros, mais effectivement le scénario est quand même beaucoup mieux filé en ce qui concerne BioShock. Oui. Du coup, maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'histoire, on a pu remarquer qu'il y avait pas mal de points qui soulevaient soit une idéologie
que ce soit économique, politique, mais aussi philosophique. Et du coup, ce serait intéressant de voir, jamais vous avez un peu votre petite interprétation, soit personnelle, soit carrément une interprétation officielle, approuvée par les développeurs, canoniques, tous les mots que vous voulez, par rapport un peu à tout ce qui se passe dans le jeu. Ces références à l'Adam, aux anges, When You Kindly, ce genre de choses. Alors, peut-être le point principal, c'est que tout le jeu est basé sur une philosophie qui s'appelle l'objectivisme, qui vient d'une philosophe, je crois qu'elle est américaine, mais je veux pas vous dire de bêtises. Bref, c'est une philosophe qui s'appelle Ayn Rand, ça s'écrit A-Y-N espace R-A-N-D, je sais pas comment prononcer, c'est pour ça que je vous l'appelle. Moi je dis Ayn Rand, mais je sais pas si c'est juste. Et on comprend assez vite que c'est pas genre une théorie farfelue de fans, parce qu'en fait, si vous remettez les lettres dans le bon ordre, ça donne Andrew Ryan. Des 4 premières lettres de Ayn Rand, ça donne A-Y-N-R, ce qui donne Ryan, et puis le A-N-D de fin donne Andrew. Donc c'est un anagramme tout simplement de Andrew Ryan. Donc on comprend que c'est vraiment volontaire. Et plus pour soutenir la théorie encore beaucoup plus loin, Ayn Rand a écrit un bouquin qui s'appelle The Fountainhead. Donc là on a le personnage de Frank Fontaine qui apparaît, et un autre livre qu'elle a écrit s'appelle Atlas Shrugged. Donc voilà, on a les deux thèmes principaux les deux personnages principaux de BioShock qui apparaissent dans les livres de Ayn Rand. Et du coup, l'objectivisme. Voilà, j'allais le dire, l'objectivisme. Alors, je suis pas un grand expert, je l'ai pas étudié des tonnes d'années, donc. C'est un scandale. J'avoue que j'abuse un petit peu, mais en gros, c'est vraiment l'idée en fait de rapture de base, quoi. C'est l'idée d'arrêter la censure, d'arrêter l'éthique et tout ça. Et l'objectivisme se caractérise en plusieurs points. Je vous invite, pour que ça soit plus clair, à tout simplement visiter le site Wikipédia qui répertorie tous les points. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai un peu sous les yeux, c'est que cette philosophie est liée à l'état politique qui s'appelle le laisser-faire capitaliste, qui est aussi surnommé pardon, FCBAT. Oui, alors en fait, ouais, moi, comme j'ai vu ça, du coup, ça a l'air de se rapprocher. Après, non plus, je suis pas un très grand philosophe économique ou quoi que ce soit, mais c'est aussi, ça se rapproche du néolibéralisme ou de l'ultralibéralisme, donc une idéologie politique selon laquelle le marché, si on est justement dans l'optique du capitalisme, qu'on se porterait beaucoup mieux si on enlevait, si on déréglait tout, en fait, si on dérégulait plutôt tout. Donc comme tu l'as dit, en sciences par exemple, plus de règles morales, en art plus de censure, et puis après on voit aussi dans plusieurs dans le jeu à plusieurs reprises, notamment dans les extraits audio, que l'entrepreneuriat, enfin le fait de justement travailler, comme on voit au début, qui est assez important pour Andrew Ryan apparemment, c'est très très important pour lui, en fait. Vous travaillez pour vous, enfin et pour récolter les fruits, et n'importe quel projet est le bienvenu, parce que il faut bosser. Voilà, exactement. Donc après, je sais pas si tu voulais encore continuer. Ouais, alors juste vite fait, justement, en fait, le point principal de l'objectivisme, il est assez clair. En gros, donc Ayn Rand, elle explique que pour elle, la réalité objective, enfin c'est comme ça qu'elle le nomme, en fait, la réalité existe indépendamment de l'esprit de l'observateur. C'est-à-dire que qu'en gros, il n'y a pas de subjectivité, qu'on a une réalité qui existe. Et justement, c'est un petit peu ça le concept de l'objectivisme. Et puis le troisième truc que je voulais, qui va avec cette philosophie, c'est que on est à la poursuite du bonheur. Donc donc c'est l'intention morale de la philosophie, et ce qu'elle appelle Ayn Rand comme de l'égoïsme rationnel. Donc voilà, c'est des thèmes encore une fois qui se retrouvent tout le long du jeu, et ce qui est vraiment important à comprendre par rapport à ça, c'est que les développeurs du jeu ne font absolument pas, et bien au contraire, ne font absolument pas une apologie de cet objectivisme. Bien au contraire, ils expliquent à quel point c'est une philosophie qui est totalement absurde et contradictoire, et d'ailleurs ils vont le montrer grâce au thème du jeu.
à plusieurs reprises. Il y a plein de contradictions en fait à Rapture, autant par rapport aux personnages, par rapport à leur morale, par rapport à plein de choses. Déjà, bon, le truc le plus évident, c'est que ça fonctionne pas, évidemment, puisque Rapture... Quand tu vois l'état de la ville, Voilà. en fait, t'as une idée... Exactement, c'est que la ville ne fonctionne absolument pas avec cette philosophie de l'objectivisme. Et ce qui est intéressant, il y a plein de contradictions. Typiquement, le truc, c'est que Ryan, il est totalement anti-religion, évidemment. Et pourtant, bizarrement, il appelle sa ville Rapture, qui est un principe religieux du christianisme. Donc le Rapture, juste pour faire une très rapide explication, la Rapture, je ne me rappelle jamais du terme en français, mais c'est un truc genre le soulèvement, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle en français, mais bref, le Rapture, c'est juste avant le jugement dernier, c'est quand Dieu rappelle tous ses fidèles, toutes les personnes qui ont réussi à croire en Dieu, à faire correctement tout leur droit, non pas leur droit, leur devoir, pardon, de chrétiens. Ils les rappellent avec juste leur enveloppe charnelle, c'est-à-dire ils perdent leurs habits, leurs biens matériels et tout. Et on a des images, si vous tapez Rapture sur internet, vous avez des images de gens tout nus qui s'envolent vers le ciel, alors que les pauvres non fidèles sont restés sur terre et vont donc subir le jugement dernier et être détruits et tués. Donc c'est ça le Rapture. Donc du coup c'est assez marrant que l'idée du Rapture, elle est un petit peu dans la philosophie de Andrew Ryan qui veut justement sortir du monde réel et puis créer son petit paradis, mais c'est complètement contradictoire avec le fait qu'il est totalement anti-religieux et tout ça. Donc, et tout le long du jeu, c'est comme ça, c'est que des contradictions sur les D'ailleurs, cette contradiction, justement, moi je me rappelle, c'était un truc qui m'avait un peu marqué, c'est un peu un détail, mais en fait, justement, dans le fait que je disais avant que plus de règles, plus de morale, etc. En fait, on va vous parler dans la partie gameplay, mais il y a la plupart des machines pour lesquelles vous pouvez acheter, dans lesquelles vous pouvez acheter des snacks pour remonter votre vie ou alors des munitions, vous pouvez les hacker. Et il y a un moment où je me rappelle, j'avais récolté un enregistrement audio où en fait Andrew Ryan disait ouais, je sais qu'il y a des voleurs dans la cité, alors maintenant en gros il a créé des petits robots qui volent et qui sont un peu équipés de mitraillettes, hein. un tout petit peu, un tout petit peu pour vous dérouiller quand vous volez. Et c'est assez marrant parce qu'au final ce truc de plus de règles, on voit bien que ça fonctionne pas si tu veux faire de l'argent ou si tu veux qu'une société marche. Et du coup c'est assez marrant parce que dès que ça touche un peu son patrimoine à lui, n'est-ce pas, alors là ça pose problème, mais voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais du coup, moi, on en a un peu discuté avant, mais justement, cette idée du monde qu'il veut créer, pour moi, c'est un peu une utopie. Bon, après, tu vas dire que ça se transforme en dystopie, mais moi, je trouve que c'est vraiment plus intéressant de le voir du côté de l'utopie, sur ce que ça devait être. Enfin, après, tu le mets en parallèle avec ce que c'est devenu. Voilà, c'est ça. Mais du coup, moi je trouve que c'est vraiment intéressant de voir BioShock aussi du côté de l'idée qu'il y avait à la base. Donc l'utopie, parce que c'est vrai que la dystopie c'est le mot qu'on entend un peu partout. En même temps, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de parler d'un monde où les choses ne vont pas bien ou n'ont pas bien tourné que d'un monde où tout va bien, hein. Mais du coup, voilà. Ouais, c'est clair que les thèmes de l'utopie et de la dystopie sont là les deux. Grâce à ce remaniement du code génétique, qu'on peut devenir parfait à volonté, qu'on peut changer son apparence physique sans se préoccuper de quoi que ce soit, il est vraiment présent. Et c'est vrai, le jeu nous invite à nous poser à tout un tas de questions sur est-ce que ça serait bien si ça existait, ce genre de choses, est-ce que vraiment la censure c'est un problème, c'est vraiment intéressant parce que tout le jeu va mettre en parallèle ces grandes questions et sans réussir forcément à donner de réponse, montre en tout cas que la philosophie objectivisme de Andrew Ryan et Ayn Rand est complètement absurde et tout ça, les étudiants en droit peuvent se rendre compte que ce qu'ils font, ça a un peu de sens quand même. Que les règles, c'est utile. Mais du coup, en fait, là, on a parlé un peu de la philosophie dominante des jeux, qu'est-ce qui est vraiment véhiculé par le jeu, mais il y a aussi plein de sous-thèmes, on va dire, que moi, dont je me souviens dans ce jeu, c'est par exemple avec la dent, c'est la drogue.
final, parce que c'est quelque chose effectivement qui peut te rendre plus fort, enfin qui peut te donner des pouvoirs. D'à côté, il y a sûrement que quand les gens prennent de la drogue, c'est peut-être aussi pour ça, pour s'échapper, ou pour avoir l'impression d'avoir des pouvoirs, ou que sais-je. Mais du coup, tu vois aussi que ça marche pas à long terme. Donc voilà, et puis en plus... puis surtout qu'ils expliquent abuser du truc, te rend complètement et en plus, fou, ce qui est intéressant, c'est aussi, encore, ça se rapporte avec le fait du libéralisme, de l'entrepreneuriat, c'est que au départ, c'était Tenenbaum qui avait découvert une sorte d'anguille. Ouais, une sangsue, pardon. Une sangsue, voilà, une anguille, je crois que c'est une anguille. Non, c'est un poisson tout visqueux, en fait, qui détenait cet Adam en zone très concentrée. Et en fait, elle s'est fait soutenir dans sa démarche scientifique de recherche par Andrew Ryan. Il disait justement, c'est bien, vous entreprenez quelque chose, vous développez un produit. Donc il l'a soutenu financièrement et avec des moyens humains et tout, et en fait elle a développé ça, et après elle s'est rendue compte qu'elle pouvait synthétiser, ou enfin je sais pas trop si c'est le mot, mais c'est sensu avec les petites filles. Ça marche que avec des petites filles, ça marchait que avec les petites filles, du coup c'est pour ça qu'après on a les petites sœurs. Mais du coup, on voit aussi que c'est un système où la drogue a été encouragée par simplement l'envie de profit ou quoi d'autre. Et après, ça a foutu la vie de beaucoup de gens en l'air. Il y a aussi, pour moi, un peu aussi, cette ville de rapture, c'est une sorte de métaphore, si on peut dire ça, de l'isolationnisme. Parce qu'au final, c'est des gens qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont parce qu'ils aiment pas ceux qui sont à la surface. Ils vont sous l'eau, ils se créent une ville. Et bon, au final, une sorte de fuite du monde extérieur pour s'enfermer, et au final ça mène à rien de bon, parce qu'ils deviennent tous... Ça crée des fuites sous-marines. Allez, je l'ai fait, mon jeu de mots là. Bravo. Je vais faire un jeu de mots à la con. J'allais dire que vu qu'ils sont au fond de l'océan, ils sont dans leur bulle. Pas mal. Du coup, voilà, alors ces jeux de mots reflètent totalement ce que je voulais dire, donc du coup, ça marche pas parce qu'ils sont qu'entre eux, et puis au final, ils finissent par péter un câble. Ouais. Puis il y a aussi, on en a parlé avant, l'esclavage, enfin aussi un peu une sorte d'élitisme aussi de Andrew Ryan. Oh, tout à fait, oui. Parce que... il y a clairement une forme de génisme dans ses propos. Oui, et puis, en plus, il y a ça, enfin aussi avec le chirurgien fou là, qui veut que des personnes parfaites. Mais que des personnes belles, des personnes parfaites. Et de nouveau, on a une grande contradiction avec le personnage de Tenenbaum, qui était une des personnes emprisonnées dans les camps de concentration, qui a quand même réussi à sortir son épingle du jeu en montrant aux médecins nazis qu'elle était intelligente, et puis qu'elle arrivait à faire des expériences, et leur expliquer en gros aux médecins nazis comment faire leurs expériences sur les autres prisonniers. Mais il y a de nouveau cette contradiction sur ce personnage qui a été emprisonné et qui crée son eugénisme au final. Ouais. Et du coup après l'élitisme, et du coup il y a aussi le fait que la ville elle a été construite par des ouvriers. Donc après certaines couleurs politiques vont beaucoup aimer ce que je vais dire. Mais du coup, le truc c'est que ces ouvriers sont venus pour construire cette ville, et Andrew Ryan, en fait, quand la ville a été finie d'être construite, il les a parqués dans un quartier de la ville. Alors je sais plus son nom, mais en gros, où ils étaient tous ensemble entre ouvriers. Ouais. Et en gros, il leur a dit maintenant, si vous voulez du travail, démerdez-vous, débrouillez-vous. Et du coup ça a créé cette classe qui est devenue encore plus susceptible, vu leur situation complètement précaire, de tomber dans la dent. Et donc du coup on voit toutes ces contradictions, comme tu dis, qui s'empilent. Ça crée ce que devient Rapture. Exactement, ouais. Donc, mais si je peux faire un commentaire, moi je connais très très mal la série des BioShock, mais je dois bien admettre que je trouve extrêmement intéressant cette idée d'une forme d'eugénisme, mais qui s'aliène quand même le problème de définition de base de l'eugénisme, qui est qu'on va faire une différence entre les gens en fonction de l'inné.
pas de l'acquis. Et avec la dent, en fait, on redéfinit complètement les règles. Ouais. Et du coup, ça veut dire que même je mets des guillemets, gros guillemets, les personnes qui seraient de mauvaises personnes d'un point de vue génétique peuvent être modifiées pour tendre vers le bien avec un grand B. Et là-dessus, c'est paradoxal mais extrêmement intelligent de le rapprocher dans le temps de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on en est quand même très très proche. Et puis, puis c'est la cause en plus oui, c'est ça. de cet éloignement en plus. C'est la cause, et en plus de ça, de le faire introduire par une personne qui a vécu la Shoah. Et ça, moi, je trouve extrêmement intéressant. Bon, le fait que la ville de Rapture soit sous-marine, ça me semble être une triple allusion à différentes choses, mais bon, on est en pleine guerre froide, ça, c'est aussi un clin d'œil assez sympa aux fans de James Bond, parce que si vous avez en tête l'espion qui m'aimait, c'est quand même un sacré eugéniste que Bond affronte en la personne de Stromberg. Tout à fait. Mais moi je vois surtout l'Arche de Noé. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout à fait aussi un thème, encore une fois, mais... Ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais... À ceci près qu'elle est construite presque après le déluge, quoi. Ouais, ouais, en tout cas c'est intéressant. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal comme formule, ça. Intéressant, effectivement. Maintenant qu'on a un peu analysé l'histoire, qu'on a vu non seulement les événements qui se déroulent, mais aussi un peu comment les interpréter, même si jamais effectivement on pourrait encore creuser, je pense, pendant plusieurs heures. Mais bon, on n'a pas ce temps-là, et pour vous ce serait aussi un peu embêtant. Je propose de passer au quatrième point dont on voulait traiter, qui était le gameplay. Vous dites que c'est un FPS. Et du coup, en quoi est-ce qu'il se sépare du reste ? Qu'est-ce qui fait sa spécialité ? Vous avez mentionné le fait de, par exemple, pouvoir tirer des éclairs avec votre main. Mais du coup, qu'est-ce qui le démarque ? Ouais, alors, comme tu le dis, il y a ces plasmides qui... on n'a même pas cité le nom du plasmide. Plasmide, c'est le pouvoir qui permet ça s'appelle des plasmides, voilà. En fait. C'est le truc qui permet de lancer ces éclairs. Voilà, c'est différents pouvoirs que vous récoltez, mais il n'y a justement pas que les éclairs. Il y a aussi le feu. La télékinésie. Voilà, télékinésie, le feu et... encore quelque chose d'autre. Il y en a plein. Il y a le decoy, on peut créer un faux soie pour attirer les ennemis. Je crois qu'il y a les abeilles dans le premier. Ah oui, ouais, je crois. Vous pouvez lancer des essaims d'abeilles. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous pigez un peu l'idée, quoi. Et du coup, il y a ça qui fait que tu t'alternes entre les armes à feu et ses pouvoirs, notamment pour utiliser de l'environnement. Par exemple, si tes chromosomes sont dans une flaque d'eau, tu peux utiliser l'électricité pour en toucher plusieurs. Et voilà, et c'est aussi matinée de RPG. Parce que justement ces plasmides ou autres pouvoirs, des choses des améliorations que vous pouvez apporter à votre personnage, vous pouvez les débloquer justement. Il y a plusieurs choses. Des fois tu trouves carrément des améliorations génétiques comme ils appellent. Et puis la dent permet en effet, plus on en récolte, plus on peut choisir après dans les distributeurs d'amélioration, on peut choisir des trucs qui permettent de devenir beaucoup plus fort. Voilà, donc il y a tout ce côté-là. Il y a aussi le fait, dans la partie avec les armes à feu, qu'il y a plusieurs sortes de munitions, il y a plusieurs types de munitions. Alors, si je me souviens bien, il y a celles qui percent les armures. Qui sont... Je me rappelle plus exactement des munitions, mais oui, il y en a des en feu. Il y a plusieurs sortes de munitions que vous pouvez choisir en fonction des situations, à quelle arme l'attribuer, etc. Voilà, et c'est aussi... on peut aussi rapprocher de ça du survival horror, parce que... Moi je me souviens la première fois, des fois j'avais un peu galéré, des fois tu te retrouves à court de munitions. Ah oui, il y a clairement volontairement, alors survival horror, non seulement dans la survie justement, oui, justement, et justement il y a beaucoup de scènes qui, typiquement la première vraie scène, on arrive à me donner, on sort d'un ascenseur, on voit une ombre d'une femme en train de parler à un bébé dans une poussette, et puis on comprend qu'elle est en train de lui parler un peu genre...
Enfin, c'est un peu étrange, on comprend qu'elle n'est pas tout à fait dans sa tête, cette femme. Et puis on s'approche, puis on voit que dans la poussette, il y a juste un pistolet. Puis bah, du coup, quand vous approchez trop près, elle prend le flingue et puis elle vous tire dessus, quoi, en gros. Ouais, moi je l'avais tué avant. Non, je crois pas qu'elle prend le flingue, mais elle vous attaque, en tout cas, bref. Ouais, non, mais moi je l'avais justement. Je crois pas qu'elle prend le flingue parce que. En arrivant par derrière, moi je suis sournois. Ouais, je comprends. Mais voilà, donc du coup, en plus, ouais, justement, des fois il fiche pas mal les jetons quand même, ce jeu, hein, parce que. Il y a même à un moment donné, il y a une scène où il y a un fusil à pompe qui traîne au sol, il y a juste un petit halo de lumière, on ramasse le fusil à pompe, la lumière s'éteint, on se retrouve dans le noir, et puis la lumière se rallume et il y a plein de gens qui nous sautent dessus. Enfin, il y a plein de petites scènes comme ça, qui sont quand même anecdotiques, mais qui rendent le jeu en effet proche du survival horror, quoi. Ouais, bah, c'est pas seulement ces scènes, bon, c'est aussi, comme on en a discuté avant, l'ambiance en général. Claustrophobe. Ouais, tout ça. et justement, tu parles de claustrophobie, c'est aussi quelque chose, en fait, vu qu'on est dans une cité sous-marine, on pourrait s'attendre à ce que ce soit très très linéaire, alors qu'en fait, il y a beaucoup, vous pouvez souvent, au lieu d'aller directement à l'objectif qui vous est assigné, vous partez à droite et vous pouvez passer un quart d'heure à déambuler dans les dédales de Rapture, à aller chercher justement des améliorations. Le jeu vous invite à faire ça. C'est un terrain de jeu qui est très ouvert. Ouais, justement, qui a pas l'apparence d'être ouvert comme ça, mais en fait qu'il l'est bien, et ça a aussi été pas mal reconnu à l'époque, parce que c'est vrai qu'on avait pas mal de FPS qui étaient très très couloirs scriptés, enfin voilà. Donc du coup ça c'était très bienvenu. Aussi j'ai cité avant le hacking, qui est aussi important parce que mini-jeu. Voilà, un petit mini-jeu qui est pas super intéressant, mais c'est plus qu'après dans ce qui vous permet de faire qui en vaut la chandelle. Vous pouvez hacker des distributeurs pour comme j'ai dit avant, pour avoir des munitions gratos au lieu de les payer, ou alors des stations de soins ou comme ça, mais aussi des tourelles de sécurité, justement, qui ont été créées par le fameux Andrew Ryan, et que en gros vous pouvez vous créer un allié grâce à ça pour qu'il vous aide à oxyre vos ennemis. Est-ce que tu voulais encore dire quelque chose? Non, alors moi le côté gameplay m'a beaucoup plu. Après, je suis conscient qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans le genre, hein. Pour moi là, le gameplay il est tout à fait acceptable, il est tout à fait agréable, mais à part le côté, comme tu l'as dit, ouvert des terrains de jeu, qui rend le FPS beaucoup plus intéressant, parce qu'on a une histoire qu'on a envie de découvrir. Et puis moi j'ai passé un temps fou et agréable à chercher les enregistrements audio, à les écouter, et vraiment le jeu vous invite à explorer, et l'aspect exploration est vraiment très intéressant, surtout pour un FPS. À part cet aspect-là, on est quand même dans du FPS assez classique, hein. Il n'y a pas de grandes nouveautés, et d'ailleurs la série en général des BioShock va souvent être critiquée par rapport à ça, surtout à BioShock Infinite qui sort quand même pas 10 ans plus tard, mais un certain nombre d'années quand même plus tard, justement, où il y a de nouveau pas grand chose de plus au niveau du gameplay qui est fait. Néanmoins, moi ça me dérange pas, parce qu'encore une fois je m'intéresse beaucoup à BioShock par rapport à son histoire, plus que pour le reste, son histoire, son ambiance, ses thèmes et tout ça. Donc le gameplay pour moi n'a pas spécialement une importance incroyable, néanmoins il est agréable, et c'est vraiment le principal. Il a pas besoin de révolutionner quoi que ce soit pour moi. Voilà, donc moi je dirais pas que le gameplay est moins important, mais effectivement l'histoire est plus originale, on va dire, que le reste. Mais il y a aussi en fait quelque chose à quoi je viens de penser, c'est que vous pouvez combattre les Big Daddy, ça on l'a déjà dit avant, mais c'est des ennemis de un qui font très mal, oui, de deux qui sont très résistants. Donc en fait il y en a plusieurs par niveau, il y en a 2 ou 3 en moyenne, je crois, quelque chose comme ça. Zone, ouais, et le truc c'est que avant de combattre un Big Daddy, quand il vous voit, il va jamais vous attaquer tout de suite. Il est tout à fait pacifique. Il va être pacifique. Bon, il va peut-être un peu d'abord essayer de protéger un peu la petite sœur, parce qu'il se méfie quand même. Mais le fait est que vous devez pondérer un peu votre choix avant de vous attaquer un Big Daddy. Hein. Ça c'est vachement intéressant. Ouais, c'est pas un choix qui se prend à la légère, parce que vous devez voir combien vous avez de vie, hein, parce que c'est pas de la vie qui se régénère automatiquement, ça. Ouais. Faut le préciser. C'est des packs de soins que vous ramassez.
Et vous devez aussi voir combien de munitions vous avez, parce que sinon c'est assez clair, vous allez mourir. Donc voilà, comme tu l'as dit, c'est vraiment intéressant parce que des fois on entre dans une zone, on voit qu'il y a tout de suite un Big Daddy, on dit oula, pas maintenant. Ouais. On explore la zone et puis ensuite on revient le faire. Ok, là je suis prêt, je vais lui défoncer sa gueule et puis des fois c'est nous qui nous faisons défoncer la gueule. Donc voilà, donc l'ajout de ces Big Daddy, en plus d'être intéressant au niveau de l'histoire, enfin de l'ambiance aussi, c'est aussi au niveau du gameplay, de la jouabilité, comment vous choisissez de jouer, enfin les choix que vous prenez vous, c'est aussi intéressant de ce côté-là. Tout à fait. Super. Bon, maintenant qu'on a parlé des grandes questions de l'histoire, du gameplay, de qu'est-ce qui se cache derrière le scénario, vous nous avez un peu lu le livre de l'histoire. Si on devait le résumer à quelques photos de voyage, quels sont les grands moments que vous retiendriez et l'un et l'autre de ce jeu? Moi je peux me permettre de commencer du coup parce que tout simplement c'est principalement le début du jeu que je trouve absolument incroyable. Je pense que c'était un des premiers jeux, c'était un des premiers jeux aussi où l'entrée va vraiment laisser bouche bée. Ouais, vraiment. J'étais vraiment impressionné par ce que je voyais. Moi j'ai lancé le jeu, j'ai vu ce cinématique d'intro, j'ai fait oh mon dieu. Puis vraiment j'ai eu ce réflexe j'ai tout de suite, j'ai joué un peu, mais la journée même, j'ai pas arrêté. J'ai parlé à tout le monde sur Facebook, sur je sais plus quel réseau social, mais bref. Et je dis mais regarde, c'est trop bien. Et j'ai balancé la vidéo d'introduction. C'est trop bien, c'est trop beau, c'est incroyable. Il y a des gens qui partageaient un peu moins mon enthousiasme, mais qui disaient ouais c'est cool. Mais bref, moi j'étais vraiment subjugué devant. Je trouvais autant l'idée du scénario incroyable que visuellement ça claquait. Ah ouais, visuellement c'est assez impressionnant. Même aujourd'hui, ouais. Encore, elle a pas vieilli cette séquence d'introduction. Même sans l'aspect remaster qui est ressorti, je trouve que c'est beau. C'est une patte graphique qui est pas parfaite. On voit les défauts, mais c'est beau. C'est artistique quoi. Puis aussi, je pense que c'est aussi tout dans le timing. Ouais. Parce que comme on l'a dit au début, d'abord on vous explique un peu le délire de son idée entre les États-Unis et la Russie. Enfin, il n'aimait pas, du coup il a créé Rapture. Et en fait, c'est au moment où il finit ce speech, comme t'as dit, le petit écran qui est devant vous s'enlève, et là vous descendez du tube en gros qui vous amène dans l'eau, et paf, direct vous avez Rapture en face de vous. C'est pas vous arrivez puis vous la voyez grandir, c'est vraiment tout à coup on vous lance ça à la figure. Et il y a comme t'as dit, il y a une baleine, il y a un calamar, vous apercevez un Big Daddy qui est en train de ressouder un joint pour pas que justement qu'il y ait des fuites. Exactement. En tout cas pour en boucher une. Donc vraiment c'est une séance d'introduction vraiment impressionnante. Moi je voulais aussi parler de la deuxième rencontre avec un Big Daddy. Où vous voyez vraiment ce dont il est capable et pourquoi ils sont faits, parce que la première fois on le devine, mais c'est surtout on voit surtout la petite sœur. Ouais. Mais là en gros vous passez dans un couloir et il y a une grande vitre à côté et vous avez une sorte de petite salle de théâtre. Et il y a une petite sœur qui est en train de récolter un chromosome mort et il y a un autre chromosome qui est lui vivant qui s'approche derrière elle et pour justement l'attraper et récupérer de la dent. Et d'un coup, elle crie justement, elle se retourne, elle le voit, elle crie. Et là, vous avez justement le Big Daddy qui arrive, qui défonce le mur, qui frappe. Enfin après, justement comme il a une foreuse, ouais, merci, une foreuse, c'est de la violence assez graphique. Oh oui, il le détruit vraiment et puis ensuite il le lance contre la vitre de l'autre côté. Enfin, ah oui, c'est hyper gore. Ouais, et là vous avez le chromosome qui est mort avec la vitre pétée et le Big Daddy qui repart. Donc c'est vraiment pour vous montrer la puissance et qu'il faut pas prendre ses ennemis à la légère. Oh ouais, c'est clair. C'est clair. Puis moi, une autre scène qui m'a beaucoup plu, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a un moment donné où vous découvrez en fait le poumon de Rapture, où on arrive dans une zone où ils cultivent une forêt en gros, pour permettre de fournir l'oxygène à la ville, parce que malgré le fait que ça soit complètement absurde une ville sous l'eau, ils ont quand même tenté d'apporter des réponses, à essayer de prouver que ça pourrait être possible. Donc on arrive dans cet endroit où on a cette forêt qui est là, et puis c'est un peu le lieu de vacances de tous les gens à Rapture. On comprend que c'est vraiment un lieu où tous les habitants ont envie d'y aller pour se relaxer et tout ça. Et puis en gros Ryan pète un plomb et puis veut se débarrasser absolument de vous, et puis il
il empoisonne les plantes de cette zone. Et puis vous êtes là, on a encore plus l'aspect claustrophobique parce que même si on se dit que le jeu va sans doute pas s'arrêter là, on a l'aspect, on se dit mais en fait je vais mourir, je vais plus avoir d'oxygène et ça étouffe encore plus le jeu et c'est assez incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. Mais l'aspect en général que je trouve incroyable dans le jeu, c'est justement par rapport à là je l'ai vite fait énoncer, mais il y a constamment des affiches publicitaires partout et visuellement ça claque et c'est tout le long des affiches qui présentent les produits de Rapture, donc les plasmides, la dent et tout ça, mais à la manière évidemment des années 50 et 60 et on a des affiches publicitaires qui sont complètement on dirait que c'est du vrai quoi. Moi je peux vous le dire, chez moi j'en ai 2 ou 3 qui sont affichés et plusieurs fois il y a des personnes qui viennent, ils savent pas ce que c'est et puis ils disent mais c'est bizarre, c'est vintage mais c'est bizarre quand même. J'ai une affiche où il y a une femme qui est enceinte qui est en train de fumer sa clope et en gros c'est des clopes qui permettent de fumer, c'est des clopes spéciales qui permettent de fumer quand on est enceinte et il y a plein de trucs comme ça qui sont un petit peu dérangeants et c'est assez incroyable quoi. Puis ouais, l'aspect visuel donne tellement une ambiance monstrueuse à l'entier de la série que voilà quoi. Ouais, puis il y a aussi, on en a parlé avant pendant l'histoire, mais c'est la séquence où Andrew Ryan vous ordonne de le tabasser avec son club de golf et c'est assez impressionnant. Enfin c'est assez c'est assez fou intense, comme c'est assez intense. C'est intense, c'est le bon mot. C'est assez intense comme scène, d'autant plus que vous voyez qu'il est complètement fou. Enfin il veut tellement aller loin dans son idée et il est tellement loin dans son ego aussi que. Mais je pense ce qui choque beaucoup c'est justement cette passivité en fait, parce que Andrew Ryan il est là, il a l'air d'être contre vous, puis en fait vous découvrez que non il est pas contre vous et il veut prouver son point en effet, mais il le fait de manière tellement tranquille et il est pas du tout agressif envers vous. Non, il est pas agressif, mais c'est pour ça que c'est ça qui est hyper dérangeant. Ouais. Mais du coup voilà, puis après il y a la rencontre aussi avec le chirurgien quand vous le voyez complètement en plein délire en train d'opérer un patient ou une patiente, je sais plus exactement, enfin puis je sais plus, il y a aussi, je sais plus exactement, mais il y a des mots assez des phrases assez intéressantes qui sont écrites avec du sang partout dans son laboratoire. Et il est fan de la symétrie, le Dr Steinman. Il veut que tout soit symétrique parfaitement. Et mais on a plein de personnages comme ça. Encore une fois, il y a Souchong qui est. Alors lui, Souchong, c'est vraiment, c'est le scientifique méchant de chez méchant. Enfin, on comprend qu'il a aucun sens moral. Et puis il va demander à un petit gamin, donc à Jack, il y a des vidéos, enfin des enregistrements audio où on entend Souchong en train de parler à notre personnage Jack quand il a 6 ans ou 8 ans et il lui demande de dénuquer un petit chiot. Et puis Jack il a pas le choix parce qu'il le dit, parce que Souchong il lui dit je vous prie quoi. Enfin et du coup on entend ce petit chiot qui et puis Souchong il est un peu c'est bien bravo. Puis le gamin il est traumatisé en train de chialer. Enfin bref c'est que des personnes comme ça qui sont vraiment waouh impressionnants quoi. Puis voilà, si je devais encore citer un petit truc, c'est pas vraiment une scène mais c'est quelque chose à côté duquel vous passez puis que vous pouvez peut-être louper. Mais c'est en gros, à un moment vous arrivez dans un restaurant et vous voyez sur le côté, il y a une sorte de globe terrestre et une affiche qui pend un peu. Enfin, vous voyez qu'elle n'était pas censée être dans ce sens-là au début, mais en gros vous lisez Happy New Year 1960, parce que j'ai pas envie de le dire en anglais. Et c'est juste un petit truc comme ça. Enfin, vous voyez qu'il y a un truc qui est mal allé et aussi. Je sais pas, cette affiche Happy New Year 1960, c'est vraiment assez drôle. Elle est assez iconique comme image. Ouais, en plus, voilà. Elle est assez iconique. C'est juste quelque chose à voir pour un peu comprendre. Ben ouais, tu vois, on est dans la même idée, c'est l'esthétique complète de jeu, autant la ville, on n'a même pas abordé le fait que c'était de l'art déco, c'est très steampunk comme ambiance, mais néanmoins ça fonctionne super bien et on est dans une esthétique qui est vraiment prenante de début à la fin, autant au niveau de la publicité, de la ville de Rapture, des gens et tout ça, on est dans une ambiance qui est difficilement égalable quoi. Ouais, et qui est très marquante vu qu'on s'en souvient encore. Exactement. Très bien 10 ans après. D'ailleurs, je vous ai teasé au début de cette conversation que j'allais vite faire un petit parallèle avec le DLC du 3e jeu qui s'appelle Infinite, qui se passe pas du tout dans la même ville et pas du tout avec les mêmes personnages et pas du tout à la même époque non plus. Mais en gros, il y a un DLC qui va en fait
qui va lier la fin du troisième jeu avec le début de BioShock 1. Donc j'invite vraiment ceux qui sont pas forcément... là je vais pas vous spoiler parce que c'est super intéressant. Et en plus moi j'ai pas joué. Voilà, donc je vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui sont frileux des DLC, là je vous invite vraiment à ne pas l'être parce que le DLC de BioShock Infinite, scénaristiquement, est magique vraiment, parce que justement il donne complètement du sens à l'entièreté de l'œuvre qu'est BioShock, et comme je l'ai dit, en fait il se passe à la fin de Infinite, et il lie la fin de Infinite avec le début de BioShock numéro 1, et c'est vraiment... C'est du pur génie et je conseille vraiment à tout le monde de le faire. D'autant plus que dans le DLC de BioShock Infinite, on découvre Rapture pas au moment de sa chute, mais bien avant, au moment de sa prospérité. Donc à un moment donné, vous allez rentrer à Rapture et vous allez découvrir des petites écoles des écoles de petites sœurs, des bars où tout le monde s'allume sa cigarette à coups de claquement de doigts. Enfin bref, c'est vraiment intéressant. On n'est pas du tout dans l'optique du premier BioShock justement. De l'utopie. Voilà, on est complètement dans l'utopie justement, et c'est vraiment vraiment intéressant. Donc j'invite tout le monde à faire ce DLC quoi. Eh bien, merci pour cet exposé et ces recommandations. C'est tout pour ce second épisode de Die Retro. On espère que vous aurez apprécié ce long exposé et on est toujours heureux d'avoir quelques commentaires. Si vous souhaitez nous retrouver, vous commencez à le savoir, vous pouvez nous trouver que ce soit sur YouTube ou sur notre compte SoundCloud, mais surtout et en particulier sur notre page Facebook et notre site www.pixel-association.ch. C'était Dr D et Ante qui présentaient aujourd'hui, avec nos experts que nous remercions encore, FCBat et Tomario. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.